d'un bon objectif. Donc, un bon objectif doit être précis, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Il doit être précis, c'est-à-dire que vous pouvez énoncer avec précision le résultat que vous visez, mesurable. Vous avez un moyen de savoir si vous êtes capable de l'atteindre. Et enfin, atteignable, ça doit être une chose que votre organisme peut faire. C'est bien de viser très haut, mais à condition de le faire par tranche réalisable. Alors, d'autres caractéristiques, c'est que l'objectif doit être réaliste, c'est-à-dire il faut que ça soit une chose faisable de façon pratique, dans un délai précis, à un coût bien déterminé. Aussi, il faut que l'objectif soit limité dans le temps. Le délai, dans la mesure où le délai d'exécution doit être précisé, il faut énoncer ce qu'on veut faire, comment on va procéder et quand le travail sera achevé. Les objectifs sont simplement une façon d'énoncer le but visé et la façon de l'atteindre. Certains auteurs les comparent à des panneaux indicateurs qui orientent le voyageur, par exemple, en cours de route et l'aident à reconnaître qu'il est parvenu à destination. Alors, quelle est maintenant l'utilité de la fixation des objectifs? La fixation des objectifs aide à déterminer ce que l'organisation veut accomplir. Il facilite la coordination des activités. Il fournit au personnel une importante source de motivation. Il fournit des normes qui permettent l'évaluation. Il réduit l'ampleur et le contrôle et le nombre de conflits entre les unités et les individus qui forment une organisation parce que chacun connaît son rôle qui lui est assigné avec précision. Alors maintenant, comment peut-on classer les objectifs? Alors les objectifs, ils peuvent être officiels et effectifs, ils peuvent être quantitatifs et qualitatifs. Par exemple, lorsque vous dites que mon objectif, c'est de réaliser 5 milliards de chiffres d'affaires, c'est quantitatif. Comme vous pouvez dire, par exemple, que mon objectif, c'est de couvrir le réseau régional ou national au niveau de la distribution. Les objectifs, ils pouvaient être aussi à court terme, moyen et long terme. Et aussi, les objectifs, ils pouvaient être des objectifs économiques ou bien des objectifs non économiques. Alors maintenant, quel est le processus de formation et de fixation des objectifs? Les objectifs se forment soit par la volonté des dirigeants, ou bien ils peuvent se former par contrainte, c'est-à-dire que l'entreprise a des contraintes au niveau de l'environnement. C'est pour cela qu'il faut fixer des objectifs. Les objectifs peuvent se former aussi par la volonté relativisée par la contrainte. Alors, au niveau du premier processus, c'est que les objectifs se forment par la volonté des dirigeants. Cette approche qui est développée par Anzoff, donc il y a plusieurs années, on parle de processus de stratégie délibérée où l'entreprise est en position offensive, c'est-à-dire qu'elle est une unité qui agit sur 3 niveaux. Le niveau économique, tout d'abord, le niveau politique et le niveau bureaucratique. Au niveau économique, il s'agit de trouver des réponses à un certain nombre de questions, genre, par exemple, que veut faire l'entreprise? Quelle est sa mission?
son savoir-faire, le couple produit-marché, etc. Quelle est la situation actuelle de l'entreprise ou de son marché? Quels sont les constats du diagnostic interne et externe? Analyse du portefeuille stratégique. Alors, que vaut-on faire? Quelles sont les décisions stratégiques de correction ou de croissance par rapport au résultat du diagnostic? Savoir le degré de symbiose entre la stratégie et la mission. Que va-t-on faire? Il faut hiérarchiser par exemple les choix, la mise en œuvre des choix, la fixation des dates et le financement. Le deuxième niveau de formation des objectifs, c'est le niveau politique, ou bien, pardon, c'est le processus politique. Il faut se poser les questions suivantes et essayer de trouver des solutions. Quels sont les acteurs en présence? Il faut les identifier les forces et les faiblesses de chaque acteur par rapport à l'entreprise. Que peuvent faire les acteurs? Il faut détecter la base politique, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Que peut-on faire avec ou contre les acteurs? Chercher l'indépendance de l'entreprise. Est-ce que vous cherchez l'indépendance par rapport à ces acteurs? Vous cherchez de faire une alliance avec eux? Quels sont les groupes d'intérêt économique et ainsi de suite. Que décide-t-on de faire? Par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire face aux contraintes des acteurs? Alors, le troisième niveau, c'est le processus bureaucratique. Alors, à ce niveau-là, il y a aussi un certain nombre de questions. Quelle organisation veut-on instaurer? Par exemple, quel mode de coordination? Quel organigramme? Quel processus de décision? Alors, est-ce qu'on veut décider tout seul de façon bureaucratique ou bien associer les autres à la prise de décision? Quelle activation, c'est-à-dire quel moyen de motivation va-t-on mettre en place? Quel système de management participatif et ainsi de suite. Et enfin, quel contrôle veut-on instaurer au niveau de l'évaluation des résultats? Alors à ce niveau-là, au niveau bureaucratique, on pourra le schématiser de la façon suivante. Alors tout d'abord, l'entreprise va regarder quelles sont ses missions et les objectifs globaux de premier niveau. Alors par la suite, avec précision, quels sont les objectifs qu'il veut réaliser au niveau du deuxième niveau, pour ensuite analyser et formuler des stratégies et des plans stratégiques, et par la suite, analyser, analyser des objectifs globaux au regard des stratégies proposées pour arriver à la fixation des priorités. Parce que on avait dit tout à l'heure qu'il faut prioriser, il faut savoir classer ses objectifs. Donc, il faut prioriser pour, par la suite, modifier les plans stratégiques en fonction de ces priorités. Donc, on pourra dire que c'est le modèle japonais de la planification. Alors, le deuxième processus, c'est que les objectifs se forment par contrainte. Donc, c'est une démarche proposée par un certain nombre de sociologues qui considèrent l'entreprise comme une entité qui réagit en fonction des événements. Les stratégies sont une simple réponse aux contraintes imposées par son environnement. Cette démarche nécessite une veille stratégique et une capacité très élevée pour maîtriser l'environnement. Alors l'autre possibilité, c'est que les objectifs se forment par la volonté relativisée par la contrainte. Alors ce modèle avait été avancé par Hansberg
et présente une situation médiane entre les deux approches déjà précitées. Il s'agit de prendre en considération à la fois l'environnement interne et externe dans la formulation des objectifs. Le processus dans ce cas consiste à identifier dans un premier temps les forces et les faiblesses internes et par la suite les opportunités à saisir et les menaces à éviter. Alors, quelles sont maintenant les principales méthodes de fixation des objectifs stratégiques et les principales méthodes de fixation des objectifs opérationnels? Alors, les objectifs, les modes de fixation des objectifs stratégiques peuvent être des méthodes qualitatives ou des méthodes quantitatives. Alors, les méthodes de fixation des objectifs qualitatives peuvent être, par exemple, c'est des méthodes qui sont fondées sur la consultation des cadres supérieurs ou des méthodes qui sont fondées sur la consultation du personnel de vente et aussi la méthode Delphi. Alors, cette méthode, la méthode Delphi consiste à mettre en commun les opinions des différents experts pour ensuite demander à chacun d'entre eux d'examiner les idées d'autrui. Et donc, cette démarche opère de la façon suivante. Dans une première étape, on demande à plusieurs experts de répondre par écrit, chacun de leur côté, à un certain nombre de questions relatives à l'évolution future du vente et des conditions existantes au sein de l'industrie. On leur demande d'indiquer les hypothèses qui sont à la base de leur évaluation. Dans une deuxième étape, on recourt à un coordinateur qui compile les renseignements recueillis et schématise les hypothèses formulées. Et puis, dans une troisième étape, on transmet à tous les experts une copie des données et des hypothèses fournies par chacun d'entre eux et on leur demande de réviser leurs prévisions en cas de besoin. Alors, la quatrième étape, au niveau de la quatrième étape, on demande à chaque expert d'établir séparément la nouvelle précision. Alors, et puis, au niveau de la cinquième étape, on arrive à des prévisions finales après avoir discuté des données. Alors maintenant, quelles sont les méthodes quantitatives? Alors, les méthodes quantitatives qui permettent de fixer les objectifs stratégiques. Alors, les méthodes les plus utilisées sont les méthodes basées sur les séries chronologiques, l'analyse systématique et l'analyse de régression. Alors, maintenant, quelles sont les méthodes de fixation des objectifs opérationnels? Il existe plusieurs outils qui permettent de déterminer ou de fixer les objectifs opérationnels. Alors, il y a tout d'abord le concept de valeur espérée et la matrice des gains. Ensuite, il y a la technique d'évaluation et de révision des programmes, l'ordonnancement des activités, la méthode de l'arbre de décision et la méthode des jeux d'entreprise. Alors maintenant, quels sont les intervenants dans la fixation des objectifs? On pourra dire qu'il y a deux sortes ou deux grands types d'intervenants. Il y a les intervenants internes et les intervenants externes. Alors, les intervenants internes au niveau de la fixation des objectifs sont généralement le président directeur général de l'entreprise
les cadres intermédiaires et les opérateurs. Alors, ces personnes-là, ils ont un mot à dire au niveau de la fixation des objectifs. Les intervenants externes, ce sont les non-salariés qui utilisent leur base d'influence pour essayer d'avoir un effet sur le comportement de l'organisation. On peut se référer au modèle des 5 forces de porteurs pour les identifier, à savoir les fournisseurs qui peuvent exercer une certaine influence sur l'entreprise, les clients aussi, les concurrents, les nouveaux entrants. On pourra aussi ajouter l'État, les actionnaires et la société civile. Alors, tous ces acteurs, ils peuvent avoir un impact sur les objectifs de l'entreprise. Alors, comment évalue-t-on maintenant les objectifs? Donc, le problème de l'organisation ne réside pas dans le processus suivi pour élaborer les objectifs, car chaque processus est adapté à une structure donnée, mais il réside surtout dans la mise en œuvre de ces derniers, c'est-à-dire les objectifs, sur le terrain. Donc, pour tester l'atteinte des objectifs, il est nécessaire d'évaluer leur mise en œuvre à travers divers outils. Alors, parmi ces outils, on pourra parler de ce qu'on appelle le tableau de bord. Alors, le tableau de bord est un instrument de mesure qui permet, en faisant de façon périodique le point par rapport aux objectifs fixés, il permet de relever les écarts pour leur apporter des actions correctives. Il est constitué de plusieurs indicateurs qui permettent de faire apparaître des résultats dont une nouvelle analyse permettra de déterminer la nature des actions à mettre en œuvre. En effet, l'analyse des réalisations par rapport aux objectifs facilite la détection des écarts et la recherche de leurs causes par la suite. Alors, quels sont les rôles du tableau de bord? Le tableau de bord est dans sa conception même un instrument de contrôle et de comparaison. Mais le système d'information qu'il constitue, en fait, il en fait aussi un outil de dialogue et de communication ainsi qu'une aide à la décision. Alors, quels sont maintenant les principaux obstacles à la planification stratégique en général et à la fixation des objectifs? Alors, des organisations ont adopté un processus de planification ayant pour but de résoudre deux problèmes instantanément. Dans beaucoup de cas, leurs dirigeants n'avaient pas pris conscience du fait que la planification structurée n'est pas un outil technique, contrairement à un ordinateur, mais plutôt une philosophie, une méthode, un style de gestion que tous les cadres doivent apprécier et comprendre. Il faut du temps à une organisation pour disposer d'une planification efficace. Les situations les plus courantes qui remettent en cause l'efficacité de l'élaboration des objectifs et du processus de planification sont les suivantes. Tout d'abord, les dirigeants de l'entreprise ne participent en rien au processus et ne fournissent au cadre subordonné ni encouragement ni soutien pour qu'ils acquittent de leurs tâches de planification. Le service de la planification ne relève pas directement de la direction. Donc, c'est aussi un problème. Et les voies de communication entre les cadres hiérarchiques et les cadres de l'état-major laissent parfois à désirer. Les objectifs particuliers autour desquels s'articulent les plans ne sont pas clairement établis. Le processus de planification et les diverses activités concernées ne font pas l'objet d'examens périodiques en vue d'en vérifier l'efficacité.
Les cadres hiérarchiques n'ont pas assez de temps pour se montrer créatifs et innovateurs. Aussi, les services opérationnels ne reçoivent pas notamment l'appui technique, le matériel informatique et les renseignements nécessaires. La formation que l'on donne aux cadres pour les aider à accomplir leurs tâches de planification s'avère parfois limitée. C'est-à-dire que parfois on demande aux opérationnels et aux cadres d'aider les stratèges à la prise de décision au niveau de la planification et à fixer des objectifs, mais ils n'ont pas la formation requise. Alors, quelles sont maintenant les principales solutions à ce genre d'handicap ou bien à ce genre d'obstacles? Tout d'abord, il faut que la direction s'engage, donc l'engagement de la haute direction. Il est important de s'assurer que l'engagement des cadres supérieurs est inconditionnel à toutes les étapes. Voilà, donc je disais l'engagement de la haute direction, c'est-à-dire que il faut s'assurer que l'engagement des cadres supérieurs est inconditionnel à toutes les étapes du processus de planification. Alors ensuite, l'insistance à faire comprendre à tous l'importance d'élaborer des plans et des objectifs. Donc il faut que tout le monde le comprenne, du haut de l'échelle jusqu'au bas de l'échelle. Une façon d'agir très efficace dans une organisation est de faire comprendre à tous ceux qui sont concernés par le processus de la planification pourquoi il est important d'élaborer des objectifs. Alors, autre solution, c'est essayer d'adopter une stratégie d'implantation. Le succès d'un processus de planification efficace repose en grande partie sur la façon dont il est mis en œuvre dans une organisation. Cette mise en œuvre exige une stratégie d'implantation. Plusieurs étapes doivent être franchies pour mener à bien chaque phase du processus. Enfin, l'évaluation du rendement. Les gestionnaires et les exécutants doivent être conscients du fait que leur participation à la réalisation des objectifs et des plans sera prise en considération pour évaluer le rendement. Alors, comme ça, ils seront motivés. Il est donc important de récompenser le personnel si les objectifs et les plans sont réalisés et de redresser la situation si les plans ne sont pas réalisés. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre. Je vous remercie beaucoup.